Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine dans le chaudron? Comme d'habitude, on a installé le chaudron qu'on a rempli d'eau et on a mis dedans différents ingrédients. Alors on a mis de l'humain, on a mis des chevaux, on a mis de la nature. Là on a mis un petit peu de mauvais temps, histoire d'agrémenter un peu. Et on a mis surtout une méthode qui sort un peu de l'ordinaire. Et on a laissé mijoter tout ça pendant une quinzaine de jours avec différents ingrédients, secrets que je ne vais pas vous donner puisque c'est la magie du chaudron du druide. Et puis quand on a ouvert le couvercle, on a découvert Eva. Eva qui a créé une entreprise qui s'appelle Vision Pure, qui s'occupe de chevaux. Et qui va nous en parler. Bonjour Eva. Bonjour Gérard. Merci de nous accueillir dans ton club. Enfin non, c'est pas un club. C'est comment t'appelles ça? C'est un centre de développement personnel avec le cheval. Ok, d'accord. Donc dans ton centre de développement personnel avec le cheval. Et pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, il y en a encore 2-3, ça arrive. Amplement accepté que ça arrive. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu, dire qui tu es, ton parcours et surtout comment t'en es arrivé là? Alors tout d'abord, merci pour cette opportunité. Et je sais ça se fait pas, je vais te reprendre. Ici, nous ne faisons pas du cheval. D'accord. Nous faisons de l'humain. Oui. À l'aide du cheval. D'accord. Il y a des gens qui disent c'est le cheval qui murmure à l'oreille de l'homme. Oui, d'ailleurs c'est le slogan qu'a repris une de tes élèves d'ailleurs, avec qui on a fait une superbe vidéo, qui était Nolwenn. Ouais, Nolwenn Beauchot. Beauchot, ouais. Et son sous-titre c'est le cheval qui parle à l'oreille de l'homme. Ouais. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ouais. C'est ça. Ok. Monde à l'envers. Ouais. Comment je suis arrivée de là? Oui, comment t'en es arrivé, déjà, comment le cheval est rentré dans ta vie, ton parcours, quoi. J'ai été élevée en Suisse, dans une ferme, qui n'avait pas de chevaux. Nous avions beaucoup d'animaux, mais pas de chevaux. D'accord. Et c'est mon parrain qui était un moniteur d'équitation pour enfants. Et j'ai commencé à monter, assez classique, militaire, sorti de la cavalerie, quand j'avais 9 ans. D'accord. Et les chevaux m'ont jamais quitté. Ah, ok. J'ai fait des allers-retours club, perso, sortie en forêt. Et quand j'avais 21 ans, par une histoire qui est beaucoup trop compliquée ou longue, probablement pour l'expliquer là, j'ai rencontré un cheval qui s'appelait Marcache, qui est décédé il y a 1 an. Ah oui. Ouais. Alors je l'ai eu pendant 26 ans. D'accord. Dans ma vie, et c'est lui qui a fabriqué Vision Pure. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, c'est lui qui a tiré les ficelles derrière la paroi pour que moi je marche dans la bonne direction. Oui, bien. Donc Vision Pure, c'est le nom de ta structure. Hein. Oui. D'accord. Ok. Parce que je parlais toujours que je voulais créer quelque chose, une vision qui était pure. Ok, d'accord. Et elle était cachée sous une cloche, un peu comme une cloche de fromage. Et une personne qui m'a beaucoup aidé à cette époque-là de développement personnel, et dit mais enlève la cloche et regarde ce qu'il y a en dessous. Oui, bien sûr, oui, d'accord. C'est un peu comme les petites les poupées russes poules qu'il y a, non, les poules qu'il y a et qu'il y a de la neige dedans. Ah oui, oui, il y a la buée, tu ne vois pas ce qu'il y a dessous. D'accord. Voilà, il y avait beaucoup de neige et beaucoup de bouées. Buée. Et je ne voyais pas ce qu'il y avait dedans. D'accord. Elle dit enlève la cloche et tu verras. Oui, bien sûr. Alors j'ai enlevé. J'ai pas juste vu, mais c'était beaucoup de travail. Il fallait retrousser les manches et c'était quand même beaucoup de boulot, d'investissement, de peine, des pleurs, des espoirs, des réussites pour arriver où je suis aujourd'hui. D'accord. Alors ton cursus, parce que bon, tu as démarré, on va dire, dans l'équitation traditionnelle. Comment est-ce que ta vision
vision pure. Comment est-ce que ta vision a changé, s'est transformée, suite à quelle rencontre, enfin comment ça s'est passé? Alors, j'avais une carrière assez importante et réussie en informatique. Ouais. Et j'avais toujours à côté de m'occuper du cheval marquage qui était à cette époque-là pas encore mon cheval. C'était un cheval d'un ami, une connaissance qui m'a beaucoup aidé sur le développement de moi, lui et sa femme. Et il a fini par me donner marquage parce qu'il ne pouvait plus en occuper en année 2000. Ça date déjà bien de moi, c'est presque 20 ans. Et j'avais l'idée, je voulais déjà à l'époque, en 2000 j'étais en Suisse, installée en Suisse, j'avais ma vie là-bas, mon cheval aussi. J'ai eu l'idée que je voulais prendre mon cheval et faire une cavalcade en Luberon, de chez moi. Et j'ai pris 8 semaines de vacances pour cela, j'ai préparé le cheval. Je suis partie le matin, je suis tout et j'avais organisé un premier gîte où je suis bien arrivée, à peu près 30 km pour un premier jour, c'était très très bien. Et le soir, je l'avais rangé dans son box et j'avais oublié de mettre un petit pansement pour que pas ça commence à nouveau à s'ouvrir en dessous de la sangle. Il fallait que je les traite. J'étais très fatiguée, lui probablement aussi. J'ai sorti du lit, je l'ai attaché en poutre. J'ai fait une erreur fatale et je suis rentrée dans l'écurie pour chercher la crème. Quand je suis revenue, le cheval était parti. D'accord. C'était pour ce moment-là, il y avait quelqu'un qui est venu avec un tracteur, une grande pelle, une bâche dessus, et le cheval il a flippé. Ça lui a fait peur. Il a arraché la poutre. D'accord. Il est parti avec la poutre et voilà. C'est vraiment une erreur fatale. J'étais très très navrée parce que c'est ma faute finalement. Mais comme il est parti avec le mort dans sa fuite de la poutre et du tracteur, il a sauté dans un jardin et il s'est cassé un pied. Aïe. Du coup, le premier soir, en fait, je suis partie le matin, j'ai terminé dans le même lit quand je suis sortie le matin. Mon périple dans Luberon s'est arrêté un peu brutalement. Un peu brutalement, oui, bien sûr. Le cheval, je l'ai gardé, j'ai fait mes vacances différemment et j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'étais au même endroit pour faire un peu d'équitation. Comme mon cheval, je ne pouvais plus l'utiliser. Et lui, il est parti aux États-Unis, il est revenu avec le livre Le Tao du cheval. Le Tao du cheval, bien sûr. Il a posé sur le cheval, il dit c'est ça. D'accord. J'ai lu le livre, j'ai rien compris. Pas que j'ai pas compris les mots, mais j'ai pas compris, c'est ça. D'accord. Peut-être parce que mon anglais n'était pas assez bon à l'époque, comme il a un langage quand même assez développé, ou peut-être parce que c'était pas aussi loin de ma perception des choses. Je ne sais plus aujourd'hui, mais un des deux. En tout cas, je ne trouvais pas si extraordinaire que ça, mais je n'en ai jamais douté que c'était ça. Tu sais qu'il a été traduit en français, hein, Le Tao du cheval. Oui, ça c'était en 2002. Il est sorti en 2001. Alors c'était quand même plutôt extraordinaire qu'il est sorti aux États-Unis en 2001. Et quelques mois plus tard, je l'avais dans mes mains, mais en Suisse. Alors, il fallait vraiment que il était vraiment fait pour toi. J'ai regardé, j'ai vu que Linda avait une formation, un apprentissage qui était complète. Et je crois que c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert. C'était son premier cursus. D'accord. J'étais vraiment très tôt dans la découverte de cette approche aux États-Unis, mais c'était beaucoup trop loin, trop cher, c'était juste pas possible. J'ai mis de côté. En fait, j'ai rien fait. Voilà. D'accord. Mais j'ai commencé quand même à monter différemment parce que Marquage c'était un cheval qui était monté western, ce qui était à l'époque, ça fait maintenant 27 ans, c'était bientôt 30 ans, c'était vraiment au tout début. C'était le début du western, tout à fait. Du coup, j'étais probablement une des premières à avoir eu la chance d'aborder une équitation différente et ça a quand même bien ouvert surtout les yeux, même si l'approche vis-à-vis du cheval restait toujours ferme. Il y avait quand même une certaine liberté d'expression qui était attribuée au cheval qui n'avait pas lieu dans la tradition classique. Le cheval, il avait cadré. Oui, bien sûr. Et puis la vie a fait qu'en 2003, j'étais amenée à travailler en France pour un projet. J'ai missionné, j'ai rencontré mon conjoint de longues années. D'accord. Et j'ai amené Marquage ici en 2005. J'ai repris le livre Le Tao du cheval à Victorville. Marquage était dans une écurie pas loin d'ici. Et j'ai relu le livre. À ce moment-là, c'était financièrement devenu possible de permettre de faire cette formation. D'accord. Et
Entre-temps, après, on a trouvé le lieu ici, où le lieu m'a trouvé. Ouais. Et ça, tout s'est enchaîné vraiment à... D'accord. Et donc, tu es parti aux États-Unis pour faire ta formation? En 2008, oui. D'accord. Okay. Formation qui dure? C'était 5 fois une semaine. 5 fois une semaine, ouais. D'accord. Je suis allée dans le délai de 8 mois. Je suis allée 5 fois en Arizona. Ah, d'accord. Pour une semaine. C'était une formation qui m'a transformé la vie, en fait. D'accord. C'était vraiment... Je pourrais penser que quand tu entends 5 semaines, c'est pas énorme, tu vois, ça fait 5 fois 7, c'était 35 jours de formation. Oui. Mais ça peut être considérable. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est une fondation du travail que je fais, même si j'ai beaucoup ajouté d'autres concepts et si ça t'intéresse, je t'en parlerai plus tard. Bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai fait le mien. Par contre, il est très coloré et infusé parce qu'elle m'a appris Linda à l'époque. Mmh. Ok, on va faire une petite pause vidéo maintenant et on va passer quelques images de tes chevaux et de ton travail avec les chevaux. Voilà, on fait ça maintenant. Hey. Ça, c'est des chevaux qui sont à toi? Oui, d'accord. Ok. D'accord. Nous, c'est participatif. Oui, oui, tu vois ça. Ah, vous êtes bien installé ici, hein? Je n'ai pas beaucoup de terrain. Ouais. C'est le seul bémol même. J'ai une discussion avec les deux juments là et ils ne veulent pas déménager alors. Moi j'ai toute cette petite maison, une grande ferme avec énormément de terrain pour les galoper. D'accord. Rester ici. N'est-ce pas, Cheyenne?
Ouais, ouais. Fais attention, attention. Parce qu'il se peut qu'elle défend sa sœur. Et comme nous ne sommes pas armés. Attention. Attention, attention. Oh, il m'a déjà fait ça, hein, il a déjà botté. Ok, donc là vous venez de voir Eva et ses chevaux. On va continuer maintenant à vous présenter un petit peu Vision Pure. D'accord.
Oui, parce que la méthode de Linda commence à être un peu répandue en France. C'est, comment ça s'appelle, EponaQuest. EponaQuest, oui, c'est ça. Donc toi, tu as démarré avec ça, mais maintenant c'est plus EponaQuest. Alors moi j'ai démarré en 2008 avec ce que j'ai appris aux États-Unis. Ouais. C'était animé surtout des ateliers de 2 jours. En petit groupe, voilà. Un sujet qui était élaboré, les gens s'inscrivaient parce que ça les intéressait, ils sont venus ici. Et j'appliquais à la lettre ce que j'avais appris là-bas parce que j'avais pas d'autres compétences. Oui, bien sûr. Et j'avais aussi fait des séances individuelles, mais comme j'avais pas des méthodes pour mettre une séance individuelle en place, ce que je faisais, c'était j'ai découpé un atelier en morceaux. Oui, bien sûr. Tu es venu, voilà, j'ai pris par exemple Attisser le feu de vos énergies, un atelier que j'avais à l'époque. Premier matin, c'était devenu une séance individuelle. D'accord. Mais si ça collait avec ta problématique, super. Bah oui. Mais si ça collait pas, tu avais à côté de... Bien sûr. Mais j'avais pas d'autres moyens de coaching, je connaissais pas à l'époque. Et la vie a fait que j'avais la chance, j'étais la première en fait en Europe centrale, c'est-à-dire qui parlait allemand, français et anglais, qui était installée en France. Et j'avais eu la chance de rencontrer Ulrike Dietmann, qui est mon homologue en Allemagne. Ils avaient besoin d'une traductrice pour les programmes EponaQuest en Allemagne. D'accord. Et j'ai pu travailler en Allemagne comme en France et j'ai pu acquérir une grande expérience parce que c'est les facultés de Linda qui sont venues en Allemagne. Et nous avons après traduit ça en France. J'ai travaillé pendant de longues années pour préparer les gens à la formation EponaQuest en France et en Allemagne. D'accord. Et issu de ça est une formation EponaQuest qui était animée par les gens de Linda Kwanoff, par contre traduite par des personnes qui avaient ici, Ulrike en Allemagne, moi, Carole Thomas, une autre personne qui fait EponaQuest qui est très douée, magnifique personne. Et nous avons beaucoup pu acquérir des compétences EponaQuest grâce à cette activité-là. D'accord. Mais il manquait, et beaucoup d'instructeurs EponaQuest en France sont issus de cet investissement. Ok. Grâce à cette acquisition de compétences, EponaQuest, j'ai pu me développer ici en tant que vision pure à un niveau que peut-être les autres n'avaient pas. Tout le monde moi aussi j'ai débuté tout petit. Oui, bien sûr. Et j'ai vu au bout d'un moment, comme j'ai mon infrastructure à moi, je pouvais faire beaucoup de séances individuelles, parce que l'infrastructure est ici, faire une séance à gauche, à droite, ça me donnait un peu de recettes. Je faisais tourner la machine, c'est comme un avion finalement. Bien sûr. Et aussi acquérir expérience, et j'avais beaucoup de gens qui étaient très intéressés par la formation EponaQuest, mais à nouveau c'était très cher et très loin. Et j'ai eu une psychologue à qui je dois beaucoup, c'était Marie-Jeanne Laurent-Pugin, qui me disait, elle était très sèche, très franche. Elle dit, jamais je ferai la formation EponaQuest. Moi j'étais choquée, c'était mon père, tu vois, j'investissais tout, mais comment elle peut? Elle dit, c'est pas ce qu'il me faut. D'accord. Et là ça fait tilt, je dis, effectivement, c'est pourquoi j'appuie un peu dessus, que EponaQuest, la formation a été appuyée, mener des ateliers. Mais Marie-Jeanne, elle est psychologue, elle a besoin de savoir comment faire une petite séance, pas péjorative, mais une séance dans la durée, quoi. Et là, ça commence à projeter. De ça est issue ma formation propre aujourd'hui des praticiens vision pure. D'accord. Je forme des gens à apprendre, ils apprennent à mener des séances individuelles d'1 heure à peut-être 3 heures. Ça s'appelle une séance individuelle, mais pas des grands ateliers avec 8 à 10 personnes pendant 2 à 5 jours. Pas le même métier. Ok. Voilà. D'accord. Là actuellement tu as combien de chevaux ici? Dans mon parcours, j'ai 10 chevaux qui habitent en Monaco. D'accord. D'accord. Et dans ces 10 chevaux, il y en a 3 ou 4 qui sont à toi? J'en ai 4 ici qui sont à moi et les autres sont en pension. D'accord. Ou juste comme ça ici, qui appartiennent à quelqu'un d'autre, mais je leur ai permis d'être ici. D'accord. Les chevaux qui viennent chez toi,
à part ceux que tu achètes, ceux qui sont à toi, les chevaux qui viennent chez toi, c'est quel type? Voilà, moi je suis propriétaire d'un cheval, je ne sais pas où le mettre, je te demande, tu peux accueillir mon cheval, ou alors mon cheval a un problème et je viens te voir pour que tu le résolves. Moi je ne suis pas un centre équestre ni un centre d'éducation pour chevaux. D'accord. J'en ai fait parce que j'avais un étalon et une jument qui cohabitaient. Ouais. Et ils ont fait les conséquences annuelles. Ouais. C'est ce qui sont aujourd'hui mes chevaux. D'accord. Et eux là, je les ai éduqués. J'ai pu faire tout le travail au sol. Mais j'ai vite compris que pour les mettre sous la selle, il fallait quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, j'ai rencontré pareil une magnifique moniteur d'équitation qui est devenue après mon étudiant, qui les a entraînés pour être sous la selle et ça se passe super bien. D'accord. Comme je l'avais fait, en fait, les chevaux, tous les chevaux peuvent faire ce travail. Ouais. Hein, peut-être pour lire un peu de l'hyponacrèse sur quel est effectivement le métier. Parce que nous appuyons sur leurs compétences de communication non verbale. Ils réagissent instantanément au changement énergétique dans leur environnement. Ouais. Et chaque cheval peut me montrer quelque chose. Bien sûr. Après, il y a les chevaux qui sont peut-être dans des centres équestres ou des clubs qui ont arrêté de s'exprimer. C'est un peu plus subtil à voir s'ils essaient de passer un message. Ouais. Mais en principe, tous les chevaux sont capables de faire ce travail parce que ce n'est pas un travail d'éducation du cheval, c'est un travail d'éducation de l'homme. Oui, bien sûr. Par rapport à son cheval. Non. Non? Ah non, pas du tout. C'est pas par rapport à son cheval? Ah non, pas du tout. D'accord. Non, pardon. Désolée. Non, mais c'est... non, mais j'ai le droit de dire des bêtises. Hein. C'est pas ma spécialité. Par contre, ma spécialité, et ça tous les téléspectateurs le savent, c'est de dire des bêtises. Faire la télé. Voilà, parce que justement, comme c'est... J'interroge, je questionne, je rencontre des gens dont je ne maîtrise pas le métier, sinon je ne rencontrerai pas, c'est moi qui fais les conférences. Donc je dis souvent des âneries. Voilà, mais c'est souvent fait exprès. Non, il y a en fait, dans le domaine de la médiation avec le cheval, il y a, aujourd'hui j'appelle 3 piliers. Il y a le pilier du tout ce qui est thérapeutique, enfants handicapés, personnes en difficulté mentale ou psychomotricité, autistes, équithérapie, handi-cheval, un pilier. D'accord. Pilier milieu qui peut-être faire rassembler un peu les deux côtés, c'est tout ce qui est ce que j'appelle le développement personnel avec le cheval. D'accord. Confiance en soi, positionnement des limites, reprogrammation d'erreurs à niveau cellulaire. J'ai reprogrammé des croyances limitantes, les découvrir, avec l'idée d'avoir une vie plus libre. D'accord. Ne serait-ce qu'au niveau de ressenti, juste pour améliorer la qualité de vie de l'individu. Ça, c'est ma spécialité. D'accord. Troisième pilier, c'est tout ce qui est développement professionnel. Ce qui est aujourd'hui appelé le Equi-coaching. D'accord. Commence à être assez connu, où les gens vont avec le cheval en entreprise, où les entreprises viennent au cheval pour faire du team building, leadership, apprendre à communiquer différemment avec les homologues ou les patrons, manager quelqu'un, modulation énergétique, il y a différentes possibilités. Avec des traitements des sujets professionnels. En dessous, bien sûr, il y a l'individu, avec ses besoins, ses souffrances, ses désirs. Si je suis professionnel, personnel ou handicapé, j'ai les mêmes besoins. Nous sommes des humains. Bien sûr. Et à ce niveau-là, le cheval, il intervient également. Lui, il s'en fiche s'il est professionnel, personnel ou handicapé. Oui, bien sûr. Et c'est après l'animateur ou les facilitateurs, moi je l'appelle le praticien, qui a un langage, une compétence dans une des 3 domaines, peut-être 2 souvent. Développement personnel font aussi ou les équithérapeutes font aussi le développement personnel. Développement personnel font aussi un peu le professionnel, ça dépend très de l'individu. Bien sûr. Et c'est grâce à cette rencontre face à face où l'individu va apprendre quelque chose sur soi pour après aller mieux dans sa vie tous les jours. C'est ça que je fais ça ici. D'accord, ok, je comprends mieux. Et ça, ce que je peux faire, tu peux poser une question dessus. Aujourd'hui, j'ai la capacité d'expliquer dans 4 catégories assez définies pourquoi je pense que ça fonctionne. D'accord. C'est intéressant.
Oui, oui, bien sûr. 4. Oui. Alors, moi, aujourd'hui, j'utilise 4 différents piliers pour expliquer pourquoi le cheval. Oui. Hein, pourquoi le cheval? Qu'est-ce que Linda elle a écrit en fait en 2001 déjà? Pourquoi ça fonctionne? J'ai essayé de simplifier un tout petit peu, comme je te disais au début, le Tao du cheval est très très riche comme œuvre. Premièrement, le cheval il est grand. Oui. Il a un grand corps, oui, il est grand. Oui, il est grand. Premièrement, le cheval il est grand. Et pour arriver à lui faire quelque chose, sans que je le mette en soumission avec des éperons, des morts fortes, une badine ou une jambrière, je dois puiser profondément dans mes compétences de communication non verbale pour arriver qu'il adhère à ma demande. Bien sûr. Premièrement. Et ça fonctionne parce que le cheval, c'est un suiveur naturel. Il préfère être en deuxième rang qu'au premier. Oui, bien sûr. Deuxième point, c'est il est très très sensible. Oui. Il réagit immédiatement aux changements énergétiques dans un environnement. Il peut détecter une variation cardiaque, par exemple, à 20 mètres. Impressionnant, oui. Oui. Et nous expliquons pourquoi dans nos stages et nos ateliers. Et parfois nous disons qu'il sait lire les pensées. C'est un peu ésotérique ou anthropomorphologique, mais moi je dis il ne sait pas lire ma pensée. Par contre, quand moi je pense quelque chose, il y a les changements, la proprioception qui fait que mon corps commence déjà à changer en préparation d'une réaction suite à ma pensée. Bien sûr. Le cheval me montre ma pensée en fait plus vite que moi j'en ai conscience. Oui, bien sûr. Voilà. Tu dis bien sûr, j'ai pris 10 ans pour comprendre. Oui, d'accord. Bon, moi ça me paraît évident. Oui, oui. Par exemple, parfois je pense arrêter, et je pense juste, j'ai pas encore expliqué à mon cheval que je veux qu'ils arrêtent, il s'arrête déjà. Je pense arrêter, ça veut dire il a une capacité de réactivité bien plus rapide que l'humain. Bien sûr. Tu rigoles? Oui, oui. Mais oui. Non, ça me fait rire quand tu disais, quand tu as repris mon bien sûr de tout à l'heure en disant, moi j'ai mis 10 ans pour le comprendre. Surtout pour l'expliquer. Je l'ai vu, mais pour expliquer pourquoi je pense que c'est le cas, c'est parce qu'il a un taux de réactivité. Quand nous, je pense qu'il faut freiner, ça prend 1 seconde jusqu'à ce que je freine. Oui. Mais le cheval, il a déjà freiné. Oui, hein? Tout à fait. Ils ont des muscles en fait qui sont plus rapides que les nôtres. C'est vrai. C'est immédiat quoi. C'est tac tac et c'est pas tac tac. Oui. Ah oui, moi je reprends aussi. Bien sûr, je dis, pourquoi tu poses la question? Ok, donc ça c'était le deuxième point, oui. Le deuxième point. Parce que c'est important pour lui de faire la différence entre un lion qui vient manger son repas ou un qui vient pour chercher son repas. Parce que s'il court, pour rien, il pourrait perdre les calories importantes dont il a besoin pour survivre l'hiver. Et s'il ne court pas, ça pourrait lui coûter la vie. Ah bah oui, complètement, oui. Okay. Le troisième point, c'est il a un énorme écran, tableau de projection. Oui. Comme c'est un être grégaire, il vit dans des clans familiales comme nous finalement, et je ne parle pas des 2 pièces au studio à Paris qui ne nous convient pas, donc pour lui non plus, hein, par ailleurs. Non. Mais je parle quand nous étions encore dans les forêts, en train de se sédentariser. Des nomades, quand nous étions encore des nomades. Comme le cheval, c'est un nomade. Oui. Nous sommes des nomades aussi. Oui. Nous avions très peu de possessions, pas de guerre, peut-être des petits bagarres, parce qu'il fallait pas protéger notre nourriture ni des maisons. Alors nous avons à cette époque-là été plutôt des clans de peut-être 100-150 individus, avec des petites familles dedans, et un troupeau de chevaux, c'est pareil. Oui, bien sûr. Ils ont une structure sociale qui s'apparente fort à la nôtre. Dans le temps. Oui. Du coup, il nous touche à ce niveau-là. Bien sûr. Ça réveille des mémoires ancestrales chez nous. Oui. Et aussi, il est dans notre ADN parce que nous l'avons mangé,
Oui. Nous avons fait la guerre avec lui, nous a porté de nouveaux territoires, nous avons labouré nos terres, après il nous a aidé à faire la chasse, mais puis pour le plaisir, aujourd'hui alors pour le développement personnel, il y a peu de gens qui n'ont aucune histoire avec le cheval. C'est vrai. C'est pas pareil si je te dis je te fais le développement personnel avec un dent ou une biche. Oui. Une biche sera grande et sera probablement sensible aussi, mais le troisième point, ça ne fonctionne pas pareil. Oui, bien sûr. Parce que ma relation à une biche, c'est pas comme avec un cheval. C'est évident. Une vache, probablement un peu moins sensible et touche autre chose au niveau ADN. Alors du coup, je peux utiliser le cheval très facilement comme révélateur. Et je n'aime pas utiliser le terme miroir, parce que c'est pas un miroir. Il est bien plus que ça. Parce que le miroir, tu peux que voir. C'est ce qu'on voit. Mais lui, il te met deux miroirs, tu vois, j'ai pas envie de voir ça là derrière. Mais lui, il dit, c'est là, il faut que tu regardes. Et il fait en sorte que je le vois. Lui, il va voir de l'autre côté du miroir. Voilà. Et il révèle en fait des choses qui rend visibles des choses qui étaient invisibles. Bien sûr. Et parce que si j'ai parfois des gens, et là je regarde dehors parce que c'est l'espace qui est dehors, des gens qui disent oh il n'en a pas envie. La personne parle d'elle-même. Oui. Ou oh il est rancunier. La personne parle d'elle-même. Bien sûr, bien sûr. Et comme ça me permet en tant que praticienne de montrer à mon client qu'est-ce que lui amène dans une relation. Oui. Parce qu'il dit les autres sont injustes. La vie est méchante. La vie est méchante. Mais le cheval, il n'est pas méchant. S'il dit le cheval est méchant, ça me donne. Après, c'est pour l'individu, le client, c'est plus facile de reprendre cette projection et commencer à la modifier que si j'ai un humain en face et dit la vie est méchante, non, c'est toi qui es méchant. Oui. Et moi, je travaille beaucoup sur ce plan-là. En tant que développement professionnel, c'est beaucoup le 1 et le 2 qui sont utilisés. Oui, d'accord. Oui. Parce que le 3, ça plonge assez profondément très rapidement. Ça fait un peu peur, ça rend vulnérable. Et le 4e point, c'est ce que j'appelle la magie, ce qui est peut-être inexpliqué. Moi aussi, tu vas dire, bien sûr, j'ai encore pris plus longtemps pour le comprendre, que le cheval, il semble nous amener dans des mémoires ou des expériences, dans des mémoires des expériences avant que nous avons pu parler. Et réparer quelque chose au niveau neuronal à ce niveau-là. Ça reste inexplicable parce qu'il n'y a pas de mot pour. C'était avant la parole. Probablement parce que la relation entre le corps du cheval et mon corps à moi, la proportion, c'est comme entre ma maman et moi, ou la personne à qui j'ai fait confiance, ou à qui j'ai dû faire confiance quand j'étais petit. Pourquoi ça fonctionne, je crois, à ce niveau-là, j'en ai pas preuve, c'est pas scientifiquement prouvé, c'est mon hypothèse. Et quand les gens, ça leur arrive, ils le ressentent dans tout le corps, et c'est comme une touche de grâce. C'est bouleversant pour l'individu. Oui, c'est bouleversant. Par contre, ça semble de vraiment reconnecter des chemins neuronaux, quelque chose qui était rompu dans la toute jeune enfance. Oui, bien sûr. Et ça, c'est énorme. Ça n'arrive pas tout le temps à tout le monde. Par contre, quand je préviens les gens que ça, c'est quelque chose qui peut arriver, tu sais, comme d'un seul coup, tu as dit tes guérisseurs, il y a aussi des épiphanies C'est que toi, quand tu fais une guérison sur un client ou un patient, il y a certainement des expériences émotionnellement réparatrices qui se passent. Avec le cheval, c'est pareil. Oui. Pourquoi c'est même pas important? C'est des reconnexions. Voilà, les reconnexions. Et je préviens les gens, peu importe si c'est développement professionnel, personnel, que ça peut arriver, c'est inexplicable, si ça leur arrive qu'ils le prennent. Bien sûr. Parce que ça peut bouleverser. Ça peut bouleverser. Ou ça bouleverse, c'est certes que ça peut. Par contre, tous ceux que j'ai vus, des centaines de fois, peut-être encore et encore, ils étaient mieux après. Oui, c'est logique. Voilà. C'est logique. Ok. Alors, bon, vision pure, là on a vu un petit peu comment tu fonctionnes, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre sur le développement de ta méthode?
J'ai aujourd'hui développé une formation en apprentissage à moi, Vision Pure, qui forme ce que j'appelle des praticiens Vision Pure. Il y en a partout en France aujourd'hui, en Belgique, il y a même une personne à La Réunion, en Suisse et à Tahiti. Quelqu'un à Tahiti bientôt. Et parce que j'ai combiné ce que j'ai appris avec Linda, ce que j'amenais moi de ma vie biologique, avec une approche de coaching, coaching de vie, pour devenir effectivement très efficace sur une séance de 1 à 2 heures. Dont parlait Marie-Jeanne au début. J'en ai pas besoin d'HypnoQuest, j'ai besoin d'autre chose. Et moi j'ai créé cette autre chose. Et ça aujourd'hui, cette formation-là, c'est peut-être le pilier de Vision Pure. Je fais beaucoup d'ateliers en développement personnel. L'agenda est sur le site internet, sur les différents sujets, sensibilité, traumatisme. J'ai aussi fait une formation de constellation familiale. Je fais des constellations avec des chevaux. Ah ouais. Ça c'est génial. Un programme que j'appelle Être régisseur. Et la dernière chose dont j'en ai pas parlé, c'est bien sûr on peut utiliser cette philosophie, j'appelle ça plutôt une philosophie, pour les chevaux et les cavaliers. Tu sais, au début tu m'as demandé que je faisais avancer le couple cavalier-cheval. Mais ça c'est pas mon premier métier. Mais bien sûr il y aura beaucoup de choses à faire pour les chevaux et les cavaliers en utilisant cette philosophie. Et nous sommes en train de développer avec un moniteur d'équitation et d'autres élèves à moi un stage qui s'appelle Les secrets de la connexion. Pour que la connexion avec le cheval, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire qui se passe parce que je suis dans la bonne attitude, où j'enseigne au cavalier comment il peut se mettre dans la bonne attitude pour pouvoir faire une connexion avec son cheval à chaque fois, très souvent. D'accord. Parce que les chevaux, ils n'attendent que ça. Oui, non, bien sûr. Alors, voilà, moi je suis un cavalier traditionnel, on va dire, d'un très haut niveau, puisque je fais de la compétition, je sais pas, Jeux Olympiques, tout ce qu'on veut, quoi. Donc j'ai déjà une connaissance du cheval, une manière de travailler avec le cheval. Qu'est-ce que ça va m'apporter de travailler avec toi et d'accéder à cette vision de la relation avec le cheval? Ce que j'ai observé, c'est tu peux être, et moi je ne connais pas la façon dont tu exerces, ou peut-être tu l'as, avec ce cheval-là, tu l'as, cette connexion. Ça arrive qu'il y a des couples qui matchent et ça se passe bien. Pour la plupart des gens, ce que je vois, il y a beaucoup de travail. C'est effectivement positionnement, musculation, exercice. Et le cheval, il fait parce que voilà, c'est ce qu'il fait. Il fait pour te faire plaisir souvent. C'est ça, voilà. Avec l'attitude que je peux, cette philosophie de connexion, de cohérence et respect, le cheval va vouloir donner tout ce qu'il a pour te faire plaisir. Il te donnera ce petit plus qu'il faut pour gagner. Et ça va faire que gagner ne devient pas juste un bon coup, une bonne chance pour aujourd'hui. Ça devient plus répétitif, ou plus répétable. C'est-à-dire, durable C'est ça. Nous avons travaillé avec un cavalier de très très haut niveau en reining, Khalid El Koumsi, qui était un champion du monde des jeux équestres aux États-Unis. Et il a vu les secrets de la connexion ici dans une séance de découverte. Et ça l'a bouleversé, et ça a complètement changé sa relation avec son cheval. Et depuis, il a tout gagné, en tout cas en France, il a beaucoup de choses gagnées. D'accord. Est-ce que tu dirais que parce que tu parlais de running tout à l'heure, donc là on est en équitation western. Très haut niveau, très dur pour le cheval aussi. Oui, très dur pour le cheval. Vraiment que le cheval veuille donner ce petit plus de courir peut-être dans le cercle, ou un peu d'agressivité qu'il faut pour sortir les allures que les juges les valorisent plus que la compétition. Oui, bien sûr. Mais est-ce que si on faisait un comparatif entre l'équitation traditionnelle, telle qu'on la connaît en France, en Angleterre, enfin la traditionnelle, et l'équitation western, est-ce que tu dirais qu'il y a une meilleure relation du couple cavalier-cheval dans l'équitation western? Ou pas? Elle est différente, mais pas forcément meilleure.
Oula, là je vais me faire des amis ou des ennemis. Je ne crois pas que c'est une question de la méthode que nous appliquons. Ouais. Je crois plus que c'est une question de comment j'applique la méthode. Si je suis tout à l'heure, tu m'as vu travailler avec ce jeune arabe qui vient d'arriver, que j'ai dit, lui, il a besoin d'apprendre que les humains, ça peut être stable. Après, je peux utiliser n'importe quelle méthode. Lui, je peux le dresser dans quelques jours en étant western ou classique pour qu'il apprend, il n'a pas à s'approcher de l'humain. Ça sera dur pour lui. J'essaie, moi, de faire ça d'une façon un peu plus compréhensible pour lui aussi, pour que ça soit moins dur. Je crois que ce n'est pas question, est-ce que je fais l'éthologie, parce que dans l'éthologie aussi, ça peut être dur. Dressage en liberté, les courses, dressage, western, tout ce qui existe encore, CSO. C'est la philosophie avec laquelle je permets au cheval d'apprendre ce que je veux de lui. D'accord. Ici, ce que je dis, les disciplines que je viens de citer, l'objectif c'est de coder le cheval d'une certaine façon, c'est pas négatif. J'ai codé le cheval, je fais, le cheval marche, le cheval galop. Pareil, si j'utilise les aides classiques, je recule peut-être la jambe ou je dis galop, ça sera une autre commande. Mais l'objectif c'est que j'utilise la commande, le cheval effectue. Les méthodes pour y arriver sont différentes. Et maintenant le chemin pour y arriver, je crois que c'est ça qui fait la grande différence. Et dans l'approche que moi j'enseigne, c'est je négocie avec le cheval, je dis souvent la phrase, le cheval a droit de poser les limites. Le cheval, il a droit de poser une limite. D'accord. Et il appartient à moi de la négocier. C'est pas qu'il dit non, je lui donne une baffe. Il dit non, et c'est à moi de comprendre pourquoi il dit non. Comment je peux peut-être couper la demande en 2 ou peut-être en 25 pour qu'il puisse l'effectuer. Et comme je suis humain, je suis intelligemment, différemment câblé que lui. Je suis pas meilleur intellectuellement, s'il n'y a pas de question. Nous sommes plus intellectuellement intelligents que le cheval. Le cheval, émotionnellement, il nous a des années de lumière en avance. Et qui fait que c'est quand même à moi de trouver comment je peux expliquer à mon cheval qu'il puisse comprendre. Et pas, je tape dessus, il a compris. Malheureusement, ça fonctionne très bien. Ça répond à la question. Oui, tout à fait. Alors, si on veut en revenir un peu sur la question, quelle que soit ma pratique équestre, donc que ce soit du classique, que ce soit de l'équitation western, de l'éthologie, quelle que soit la méthode avec laquelle je travaille avec les chevaux, le fait d'étudier ta méthode va me permettre d'avoir une relation plus claire avec mon cheval. Absolument. D'accord. Parce que j'enseigne comment tu peux rester présent dans le moment. Cohérent. Je disais tout à l'heure, le cheval est sensible. Si j'ai peur de lui, là le jeune que j'ai travaillé tout à l'heure, il botte, il se cabre, il mord. C'est pas la joie. Et je répète, il est arrivé il y a 2 semaines. Et il a déjà fait beaucoup de progrès. Maintenant j'ai peur de lui. Et j'essaie de lui cacher la peur. Il va ressentir, c'est encore plus compliqué pour lui parce qu'il sent que quelque chose qui cloche pas là, il faut que je me méfie. Alors, je t'apprends à reconnaître, c'est déjà beaucoup pour un cavalier de reconnaître. Avouer. Tu me fous la trouille là. D'accord. Et ça suffit, il ne faut pas le dire devant des collègues au manège, c'est pas nécessaire de dire moi j'ai peur de mon cheval. Ok, mon cheval, t'es un peu grand là, t'es un peu très agité, franchement j'ai peur. Et puis je vous enseignais aussi, vous en tant que groupe ou cavalier en tant qu'archétype, comment après gérer la peur. Parce que si j'ai peur, je m'approche du cheval, pourquoi tu penses qu'il commence à s'énerver, à être agité? Oui, bien sûr. Parce que... Il a ressenti ta peur. Oui, et quand moi j'ai peur, ça va être dangereux. Oui. Alors, je ne sais plus qui me disait ça, mais il y a longtemps de ça, j'ai appris ça il y a longtemps de ça, et ça m'est resté cette réflexion qui m'avait été faite. C'est dans la vie, dans la société, il y a 2 types d'animaux. L'être humain étant un animal, il y a la victime et le prédateur. Le cheval est une victime. Donc, si tu rentres dans un pré où il y a un cheval en ayant peur du cheval, le cheval,
il va sentir cette peur. Et il va chercher partout d'où vient le danger. Oui. Jamais il va penser que c'est lui le danger. Je suis d'accord avec la deuxième partie de la réflexion. Ouais. Le cheval n'est pas victime. Le cheval est en proie, il est vulnérable, mais il ne se sent pas du tout victime. Oui. C'est important dans d'accord, ok, d'accord. Par contre, si je rentre et je lui cache une peur, il va chercher le prédateur. Ça, c'est clair. Oui, il ne va jamais penser que c'est lui le prédateur. Ah, voilà. Non, mais c'est clair. Alors, il commence à s'agiter un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ça monte. Et, ça s'approche et c'est comme ça part en vrille. Voilà. C'est super. J'ai jamais entendu quelqu'un me raconter ça. Ah ouais. Sauf, moi, je raconte toujours ça. Ça me fait plaisir de savoir que ça existe ailleurs. Bien sûr. Et voilà, j'apprends à la personne que la peur, c'est une émotion primordiale. Oui. Et nous faisons la différence entre la peur d'un danger réel, quand il est vraiment grand, il pourrait me mordre. Celui-là, Salim, c'est un cheval, il n'est pas très grand, mais il peut me mordre, il est super vigilant. Alors du coup, après, ça va. Un cheval comme cela, ça fait quoi, 500, 600 kilos? Salim, il fait plutôt 350, 400, mais ça suffit. Enfin même, nous, même moi qui suis quand même costaud, ça fait super mal. Je vais pas aller à la confrontation physique avec lui, c'est clair. Je fais pas le poids. Voilà. Et dès que j'ai peur, c'est correct d'avoir peur, alors je dois prendre des précautions pour ne pas mettre en danger. Et ça, j'enseigne pendant ce stage, les secrets de la connexion. Après, il y a l'autre peur qui est un peu plus compliquée pour l'homme, c'est ce que nous appelons la vulnérabilité. C'est la peur de danger imaginaire. Oui. C'est tout à l'heure, je l'ai papoté, il y a la caméra, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ça, c'est une peur aussi. Et c'est manifeste comme la peur d'un danger réel. C'est manifeste pareil dans mon cœur. Mon corps. Dans ton corps, oui. Du coup, il est aussi compliqué pour le cheval. Comme s'il y avait un prédateur dans les parois. Bien sûr. Et faire la différence entre les deux, parce que finalement, tu ne vas pas me manger avec ta caméra. Ce que tu penses de moi, finalement, ce sera dommage si tu n'aimes pas, mais tant pis. Alors, ça me permet déjà de me calmer un tout petit peu. Bien sûr. La relation est propre et je peux continuer avec mon cheval. Bien sûr. Ok, je crois qu'on a fait un bon tour de vision pure. Avant de terminer, je voudrais qu'on en vienne sur ce que tu es en train de mettre au point, c'est ça? Ou c'est déjà au point? Sevrage en douceur? Ouais. C'est déjà au point. C'est déjà au point, d'accord. Donc cette nouvelle atelier, méthode, je ne sais pas comment on peut dire. C'est une idée associative pour créer la conscience chez l'acheteur que s'occuper de la façon dont son poulain a été sevré est important. Alors, normalement, le sevrage d'un poulain, c'est combien de temps? 6-7 mois. 6-7 mois, d'accord. C'est arraché à leur mère. Ils sont arrachés carrément à leur mère du jour au lendemain. Plus tout le monde, par contre, il y en a encore beaucoup. D'accord, ok. Alors, donc toi, cette méthode, comment ça fonctionne? Ça dépend cette démarche, on va dire. En fait, la démarche, c'est surtout qu'il y a des gens qui ont un poulain et des juments et ils se préoccupent comment sevrer le poulain. Je partage mon expérience que j'ai eu 5 poulains et j'ai fait des études d'autres environnements. Moi, j'ai observé que dans la nature, en fait, le poulain, la jument le sèvre du lait, c'est la nouveau gestante. J'ai pas compris. La jument, quand elle est le sèvre du lait. Le poulain, après 7 mois, il n'a plus le droit de téter. Il n'a plus le droit? Non. Même s'il veut encore? Même s'il veut encore. Et le tapote, et puis il ne peut plus téter. D'accord. Mais il peut rester avec maman. D'accord. Il peut rester avec maman encore 1 an. Ah oui, ok. Parce qu'il y a un nouveau poulain qui arrive, celui qui va téter, mais le yearling, il reste dans le sein du troupeau. D'accord. Et seulement quand il arrive aux maturités sexuelles, il est chassé, si c'est un entier, il est chassé du troupeau. Et si c'est un jumeau, il est volé par un autre état. Oui, bien sûr. Ça veut dire, et j'ai observé là, j'avais cherché 2-3 fois des jeunes chevaux qui avaient 25 mois ou même plus. Il y avait une jument qui restait avec son troupeau, elle avait 6 ans. Elle attendait d'être enlevée, elle était prête à voir autre chose. D'accord. Mais à 6-7 mois, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Donc pour toi, un sevrage bien fait, c'est 1 an plus 7 mois, quoi. 1 an et demi, quoi, on va dire. D'accord. 18 mois, 20 mois. Ah oui, carrément même.
Mais, mais le sevrage en douceur, enfin moi quand j'entends sevrage en douceur, je comprends qu'on va sevrer doucement. Donc s'il y a sevrage, il y a aussi séparation. Donc avec des périodes de séparation et de retrouvailles, comment ça marche? Alors maintenant, voilà, si tu as possibilité de sevrer ton poulain, la jument est nouveau gestante, elle va faire son travail toute seule. Et bien sûr, je commence à manipuler mon poulain, je l'enlève un peu, je fais des promenades avec, peut-être je le mets dans un autre pré avec ses copains, je ne le mets pas toute seule, ou j'enlève la jument à un moment et j'espace les durées de retrouvailles. Et un jour, je ne ramène plus la jument ou plus le petit. D'accord, ok. Donc il y a vraiment cette notion-là dans le sevrage en douceur, c'est l'éloignement progressif. Ou j'enlève, moi j'avais un jeune, sa maman est décédée quand il avait 12 mois, mais il était encore avec papa. Ah oui, d'accord. Ça posait aucun problème pour lui. Parce qu'il restait dans un environnement où il a connu. D'accord. Beaucoup de nos poulains ils vont aux enchères, par exemple, et puis ils ont acheté. Et séparation, il y en a un poulain, il est amené dans une remorque, la maman dans l'autre. Et après, 3 ans plus tard, tu te demandes pourquoi ton cheval, il ne veut pas rentrer dans la remorque. Oui, bien sûr. Oui, pour lui, c'est synonyme de séparation. Catastrophe. Oui, non, mais on est d'accord avec ça. Mais ça brise le cœur, imagine. Un petit bout de 6-7 mois toute seule dans une remorque, sans maman, rien, c'est sombre, ça bouge, c'est bruyant. Mais c'est horrible. Ça me fait pleurer. C'est horrible. Tout ce qu'on leur fait. Bien sûr que c'est horrible. Ok. Je dois aussi dire qu'il y a beaucoup d'élevages qui sont aujourd'hui beaucoup plus attentifs à ça. Par contre, je crois qu'il y a quand même très peu qui laissent le yearling en fait vivre avec les plus jeunes, le nouvel arrivé et la maman. Pourquoi? Gestion d'espace. Ah, gestion d'espace. Il n'y a pas une raison sécuritaire ou non, c'est vraiment une question de gestion d'espace. La jument gère le petit et la sécurité, elle fait ça très bien. Non, c'est plutôt gestion d'espace. C'est un peu plus compliqué. Il faut faire un peu différemment si la jument n'est pas nouveau gestante. Elle ne va pas sevrer le poulain. D'accord. Continue à téter. Ah. Et c'est là où il faut pareil. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis les deux en fait pendant 3 semaines dans des préattements. Ils pouvaient se voir, mais ils ne pouvaient pas se côtoyer. Et quand 3 semaines plus tard, je l'ai ramené avec la maman, il voulait téter, elle ne voulait plus. Ah oui, ok. Mais je ne l'ai pas arraché de la mère, ni je l'ai mis dans un troupeau des grands où il était le plus petit et il fallait courir pour la vie sans personne qui le protège à 6 ou 7 mois. Bien sûr. Et ça s'est arrivé à Salim, il était avec sa mère jusqu'à l'âge de 18 mois, mis dans un box pendant 6 semaines. Et aujourd'hui, t'as un cheval à problème. D'accord. Ça leur fait comme un arrêt sur image. C'est un peu comme... L'idée, c'est comme c'est les produits bio. Il y a des produits bio parce qu'il y a les acheteurs qui réclament des produits bio. Et c'est l'idée. Parce qu'il y a des chevaux sevrés en douceur parce qu'il y a des acheteurs qui commencent à se préoccuper de la façon dont leur poulain, leur cheval était sevré. Bien sûr. Finalement, nous leur confions notre vie. Oui, tout à fait. Bon, bah écoutez, l'émission la touche à sa fin. Est-ce que tu aurais, pour clôturer, tu aurais un conseil, une idée à partager avec nos téléspectateurs? Un sujet que je n'ai pas abordé là pendant la conversation parce que ça ne s'est pas présenté, c'est ce qui nous fait vraiment du bien, c'est la cohérence. Oui. Alors, un conseil, ça sera cohérence avant conformité. Cohérence avant conformité, d'accord. Ça veut dire, si j'ai peur de monter à cheval, j'écoute mon corps, je suis cohérente avec ma peur et pas conforme avec la demande du moniteur d'équitation, par exemple. L'authenticité. Si je veux dire non, je dis non. D'accord. J'en suis conscient des conséquences que ça peut avoir. Mais une grande source de détresse, c'est quand je suis en mensonge de moi-même, un déni de moi-même. Et ce que j'utilise souvent comme phrase, c'est qu'une connexion authentique avec un cheval dans ce moment-là,
si minime soit-elle, commence à guérir des blessures émotionnelles. D'accord. Est-ce que ça ne vient pas un peu en contradiction avec cette vieille théorie qui dit que tu fais une chute de cheval, donc tu viens de faire une chute de cheval, tu n'as pas envie de remonter dessus, hein. Mais pourtant, le moniteur, tout le monde te dit, si tu ne montes pas dessus tout de suite, si tu ne remontes pas tout de suite, tu ne remonteras plus jamais. Pour moi, c'est faux. Pour toi, c'est faux. Ouais. D'accord. Il faut prendre au sérieux, le corps il s'est fait mal, il se méfie. Ouais. C'est comme si je mets la main sur la plaque chaude, je ne la mets pas une deuxième fois. D'accord. Mais est-ce que tu ne risques pas d'entretenir, parce que bon, il faut être clair, là, je viens de tomber de cheval, tout de suite, là, bon, je me suis fait mal, mais bon, je ne suis pas cassé, rien, je me relève. Mais du coup, j'ai un peu peur de mon cheval. C'est normal, c'est pourquoi il ne faut pas monter dessus. Oui, mais si je ne remonte pas dessus, je risque pas de structurer ma peur, de la conforter? Au contraire. D'accord. Au contraire. Parce que si tu remontes dessus en ayant peur, comme tu venais d'évoquer tout à l'heure, le cheval va chercher le prédateur. Oui, oui, bien sûr. Et ça va repartir en vrille. D'accord. D'abord se calmer, respirer. Je fais un peu la pub maintenant. J'ai une technique, ça s'appelle la remise en selle, pour neutraliser les peurs. Et tu retournes monter à cheval comme avant, ou peut-être encore mieux. D'accord, ok. Bon. Et bien, ça sera la conclusion et le mot de la fin. Ok, merci beaucoup, Eva. Chers amis, écoutez, l'émission Le Chaudron du Druide est terminée. Vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.